Bonjour, merci donc, pour l'invitation et je signale donc, que ce sujet, la politique étrangère américaine, me préoccupe au plus haut point. Et je tenais à rappeler que j'avais publié en janvier dernier, pour le premier anniversaire du retour de Trump à la Maison-Blanche, un dossier sur la politique étrangère où j'écrivais « Un monde nouveau est en train de prendre forme sous nos yeux ». Et ça, c'était il y a 4 mois, où au rythme où vont les choses avec Trump, une éternité. Mais rappelez-vous, à l'époque, Trump venait d'attaquer le Venezuela. Trump promettait de s'emparer du Groenland. Les sanctions économiques se multipliaient. Bref, Trump ébranlait l'ordre international basé sur des règles avec l'enthousiasme d'un enfant dans un magasin de bonbons. Et bien, ça s'est poursuivi depuis. Et aujourd'hui, certains décrivent maintenant la politique étrangère américaine comme un impérialisme prédateur. Et c'est le thème autour duquel on se rencontre ici aujourd'hui. Et j'ai bien hâte d'entendre nos 3 panélistes à ce sujet. Marie-Joëlle Zahar, qui est la première, est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, chercheuse au Cérium et fellow de la Fondation Trudeau. Bonjour. Marie-Michelle Grenon, chercheuse postdoctorale au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Elle a fait son doctorat en anthropologie à l'Université Laval sur la coopération internationale cubaine dans le domaine de la littératie et l'éducation des adultes. Marie-Michelle, bonjour. Et le dernier, mais non le moindre, David Grondin, professeur titulaire au département de communication de l'UDM et chercheur au Cérium. Bonjour. La discussion aujourd'hui va se diviser en 3 blocs. Et le premier, c'est pour analyser la situation actuelle. Et revenons au titre de cette conférence, qui est un peu provocateur, mais je vais vous poser la question à quel point la politique américaine, la politique étrangère des États-Unis est-elle aujourd'hui prédatrice? Et je vais commencer par Marie-Joëlle Zahar. On se dirige vers le Moyen-Orient. Si vous n'avez pas regardé les actualités aujourd'hui, Trump s'est prononcé sur l'Iran et il a dit, et je cite, « Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive, comme quand le docteur entre et dit « Monsieur, votre être cher a exactement 1% des chances de vivre ». Ça, c'est Trump aujourd'hui. Revenons au départ, analysons ce qui s'est passé depuis le début de ces frappes israélo-américaines sur l'Iran. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un nouvel interventionnisme? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau cette fois-ci? Est-ce que la politique étrangère dans cette région du globe est plus prédatrice qu'elle l'était autrefois? Alors, tout d'abord, un énorme merci à Sabrina Mir, qui est en fait la personne qui nous a proposé cette conférence, et au Cérium pour l'avoir organisée. Ma réponse, Alexandre, va être à la fois oui et non. Je pense que, bon, vous voyez bien le Moyen-Orient à tout seigneur, tout honneur. C'est triste d'être toujours la région à partir de laquelle on commence à réfléchir à ces questions-là. Mais le Moyen-Orient est une région dans laquelle l'interventionnisme américain n'a pas commencé avec le président Trump. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut absolument souligner. Lorsque l'on pense à l'effritement, voire aujourd'hui l'effondrement de l'ordre libéral international, que beaucoup de personnes situent aux alentours de 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, moi je pense qu'il faut revenir à 2003 et à l'intervention américaine en Irak, qui était la première fois où une grande puissance défiait le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, petit flashback, parce que je pense que c'est important de voir ce qui a changé et ce qui reste le même. Depuis le milieu des années 50, les États-Unis ont eu une politique étrangère interventionniste au Moyen-Orient. Mais ces interventions-là, elles avaient en général pour objectif soit la stabilité des flux pétroliers ou l'installation de régimes favorables aux États-Unis dans le cadre de la guerre froide, ou la promotion et la défense de la sécurité de l'État d'Israël. Alors, dans tous ces cas de figure-là, lorsque les choses n'allaient pas nécessairement comme les Américains le voulaient, ils manipulaient les politiques et intervenaient soit directement ou indirectement. Donc, on sait tous aujourd'hui, grâce malheureusement à la guerre contre l'Iran, parce que pour beaucoup de personnes, l'histoire ancienne relève du temps des dinosaures, qu'en 1953, un Premier ministre élu, réformateur qui voulait nationaliser
l'industrie pétrolière iranienne a été en fait écartée par une opération de la CIA. On sait également qu'au milieu des années 50, les Américains ont essayé de créer ce qu'on appelait en ce temps-là le pacte de Bagdad, donc une alliance de pays de la région qui étaient favorables aux États-Unis. Et que ce pacte-là, en fait, était pensé comme un moyen d'intervenir dans la politique de la région pour empêcher les pays, notamment arabes, de basculer dans le camp socialiste. Lorsque le positionnement de différents pays a causé problème, les Américains n'ont pas hésité à envoyer leurs forces armées. Les marines américains ont débarqué en 1958 à Beyrouth lorsque le président américain, le président libanais de l'époque, qui voulait se joindre au pacte de Bagdad, a eu à faire une très forte mobilisation contre cette politique-là à l'interne, qui a en fait créé la première petite guerre civile de 6 mois au Liban. Les marines sont venus pour régler les choses et pour s'assurer que ce président-là restait en place. Mais il est quand même intéressant de noter qu'au moment de la fin de la guerre froide, l'interventionnisme américain a en fait été positif. Ce sont les Américains qui ont créé une coalition internationale pour signaler clairement que la souveraineté des États était quelque chose qu'il fallait protéger lorsque l'Irak a décidé d'envahir le Koweït en 1990. Et ce sont également les Américains qui ont tordu le bras, particulièrement à l'État d'Israël, pour suite à cette opération, la fameuse opération Tempête du désert, qui a restauré la souveraineté koweïtienne, lancé le processus de paix de Madrid, qui malheureusement n'a pas abouti. Donc l'interventionnisme américain n'était pas toujours négatif, particulièrement si on considère plus largement la question de la stabilité de l'ordre international. Par contre, depuis 2003, ce que nous voyons, c'est des changements drastiques. D'abord, juste en rafale rapidement, 2011, l'intervention de l'OTAN en Libye, manigancée en grande partie par les Américains, avec des buts non avoués de changements de régime qui ont éclaté au grand jour et qui ont contribué à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui aux Nations Unies, où il y a une paralysie du Conseil de sécurité, parce que Russes et Chinois ont appris qu'ils s'étaient fait avoir en autorisant une opération dont les buts n'étaient pas ceux avoués. Deuxièmement, toute l'intervention politique, cette fois-ci, autour de la relation entre le Hamas et le Fatah dans les territoires palestiniens. La situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu cette décision américaine d'intervenir pour empêcher toute acceptation de la victoire électorale du Hamas en 2006, victoire qui a été considérée par les observateurs comme l'une des élections les plus libres à l'échelle de tous les pays arabes du Moyen-Orient. On peut penser également, bien sûr, à ce qui se passe actuellement, et je ne pense pas qu'on a besoin de décrire ce qui se passe, tout le monde, je pense, est assommé par l'actualité, mais ce qu'on voit ici, c'est un changement fondamental dans les objectifs. Les objectifs sont beaucoup plus étroits, parfois même personnels et privés, chose sur laquelle on reviendra peut-être dans la discussion, on n'a pas le temps de l'aborder maintenant. Deuxièmement, le droit international est outrepassé de manière incroyable. Quand un président américain se permet sur Twitter, je ne l'appellerai jamais X, quand un président américain se permet d'annoncer qu'il va effacer une civilisation, détruire toutes les infrastructures civiles, des crimes de guerre avérés selon le droit international, et que personne à l'échelle mondiale n'ose en fait le soulever publiquement. Vous avez quelques commentateurs, des journalistes, des professeurs qui n'ont peut-être rien à perdre, mais il n'y a pas un seul leader à l'échelle mondiale qui soulève ceci. Okay? Nous sommes dans une autre configuration où, en fait, on peut se poser la question quels sont les objectifs au-delà du court terme, au long terme, et y a-t-il effectivement, et bien sûr, là, quiconque travaille sur le Moyen-Orient sait que les spécialistes du Moyen-Orient sont souvent
accusé d'être un peu complotiste, mais il y a une question qui se pose, est-ce qu'il y a un ordre international nouveau qui est en train d'émerger et à quoi ressemble l'ordre international tel que pensé par les personnes qui sont derrière l'idéologie MAGA. Donc, je pense que je m'arrêterai là, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet. Absolument, merci beaucoup. Et on reviendra sur le fait, non, Trump n'a pas effacé de civilisation, mais on reviendra sur les impacts actuels, en effet, en Iran et dans la région de ce qu'il est en train de faire. Marie-Michèle Grenon, on change de région du globe et on se penche avec vous sur Cuba en premier lieu, mais aussi sur l'Amérique latine de manière un peu plus globale. On parlait du Venezuela tout à l'heure, dont le président a été capturé en début d'année. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quelles sont actuellement les ambitions américaines, les ambitions de l'administration Trump pour cette région du globe? Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation également. En fait, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on assiste à une forme de résurrection de la doctrine Monroe qu'on a rebaptisée à la sauce Trump, la doctrine Monroe. L'idée essentielle derrière ça, c'est vraiment que l'Amérique relève, la région de l'Amérique relève de la sphère d'influence exclusive des États-Unis, puis c'est un espace à contrôler en fonction de leurs intérêts et dans un contexte international aussi qui est marqué par la rivalité entre des grandes puissances, essentiellement la Chine et la Russie. Donc, la doctrine Monroe se distingue notamment par son caractère offensif et aussi par son côté unilatéral également, comme on l'a vu dans le cas de la capture du président Maduro, qui a été une surprise pour bien du monde, même les experts les plus avérés. Donc, dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a des gouvernements de droite et d'extrême droite qui se positionnent comme des alliés du président Trump, puis qui semblent également donner un sens, d'aller dans le sens de ces politiques dans la région. Je pense notamment à Javier Milei en Argentine, José Antonio Cast au Chili, puis même Nayib Bukele au Salvador. Mais il y a aussi des chefs de gouvernement qui ne s'en laissent pas imposer malgré une relation asymétrique avec les États-Unis. Notamment, ça vaut la peine de le mentionner, mais la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui a fait un discours très courageux, notamment après la capture de Nicolás Maduro, où elle a dénoncé la violation de la souveraineté internationale dans la région de l'Amérique latine. Puis, elle a également envoyé des cargos d'aide humanitaire à Cuba avec la crise humanitaire qui se déroule en ce moment. Puis, il faut souligner son courage parce qu'elle est quand même dans un contexte où elle renégocie l'accord de libre-échange avec les États-Unis et avec aussi le Canada, bien entendu. Dans la même perspective, on pourrait notamment aussi mentionner le président Lula du Brésil, qui s'est vu imposer des importants droits de douane après les déboires juridiques de Jair Bolsonaro au Brésil, qui était un allié de Trump. Puis Lula, il a fait preuve d'un bon esprit politique. Il a réussi à négocier avec fermeté, mais avec aussi finesse, ce qui a permis de faire reculer les droits de douane. Puis il y a quelques jours en plus, il y a eu un sommet entre les deux puissances, entre le président Trump et le président Lula, où on a mentionné que ça s'était passé de façon satisfaisante, puis il y avait l'air de bien s'entendre. Donc, on voit que le fait de respecter ses positions, ça a quand même des impacts positifs. Toutefois, je dirais que pour les gouvernements ou les dirigeants qui se positionnent contre Washington ou contre les intérêts de Washington, ou qui vont, par exemple, développer des liens étroits avec d'autres puissances comme la Chine, en fait, les conséquences peuvent être importantes. Je pense que le cas du Venezuela, c'est vraiment un cas de figure là, où le président s'est carrément fait dégommer à la tête de l'État. Mais on peut regarder aussi ce qui se passe à Cuba actuellement, qui est soumis à un blocus énergétique depuis le début de l'année 2026. Puis ça, c'est sans compter aussi toute la pression qui est mise sur les autres pays qui sont alliés politiques ou diplomatiques de Cuba. Par exemple, les petits États des Caraïbes, actuellement, ils se font mettre beaucoup de pression pour rompre leurs relations avec l'île caribéenne. Donc, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre. Puis, il y a beaucoup de pays qui ont décidé d'abandonner justement leurs alliances avec Cuba.
On va avoir sans doute aussi l'occasion de reparler des conséquences concrètes de ces politiques-là pour les Cubains et les Cubaines qui vivent dans l'île. Mais je pense que ça donne quand même un bon panorama de ce qui se passe dans la région actuellement. Merci. Donc, doctrine Monroe, retour aux politiques des sphères d'influence. Allons donc au cœur de la tempête et aux États-Unis. David Grondin, je vais vous demander d'entrer dans la tête de Trump et de nous expliquer ce qui s'y passe. C'est impossible. Bon, ce ne sera pas facile, j'avoue. Alors, j'ai 3 questions pour vous faciliter la tâche. Désormais, la doctrine America First, comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Première question. Deuxièmement, est-ce que la politique étrangère de Trump est davantage idéologique ou transactionnelle ou un mélange des deux? Et enfin, tout ce à quoi on a assisté depuis son retour au pouvoir, donc depuis 1 an et quelques mois, est-ce que c'est le fruit de l'improvisation ou il y a là un véritable calcul stratégique? Je vais commencer en disant que déjà, comme vous avez pu le remarquer, Trump, en arrivant, a un peu changé, défait tous les pronostics, a changé les États-Unis comme personne auparavant en termes de ce qu'on s'attend d'un président américain déjà. L'image qu'on s'en fait, l'image évidemment en a pâli à juste titre quand on regarde ce qui s'est passé. Puis là, je parle ici autant du premier mandat que du deuxième. Puis je dirais même aussi l'interlude entre les deux. C'est pas faux de penser même un 12 ans de Trump, parce que le 4 ans qu'il n'était pas en pouvoir, il était quand même présent au sein du Parti républicain. Donc déjà là, c'est assez particulier. D'ailleurs, il y a un peu fait... J'y réponds. En fait, il y a un peu d'effet, la tradition que quand on est un candidat d'effet, on se retire. Lui, il n'a pas accepté sa défaite, il ne l'a jamais reconnu. Et donc, c'est pourquoi il a pu se maintenir et, en fait, mieux se préparer pour revenir en force en 2024. Donc, déjà, élu de façon surprenante en 2016, je veux dire, il y a un élément premier. America First, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait défendre. C'est pas quelqu'un de très idéologique à la base. C'était un politicien populiste, conservateur, mais quelqu'un qui aimait le pouvoir, qui voulait surtout être là, en poste. Surpris d'être élu finalement, mais lorsqu'il est arrivé, il a trouvé une base déjà là qui l'appuyait. On va en reparler. Mais je veux dire, certainement, a tiré profit du contexte international populiste. Le Brexit 2016, je veux dire, il y a quelque chose là puis il a vu que parler contre la mondialisation libérale, parler contre les immigrants, l'ouverture des frontières, donc c'était très payant. Et surtout dans le contexte américain, il a vraiment pu capitaliser sur toute la grogne suite à l'élection d'Obama, donc les mouvements associés au Tea Party Movement notamment, donc au sein du Parti républicain, une radicalisation qui s'est orchestrée. Et donc, lui a beaucoup pu aller de l'avant avec un discours contre les élites financières, les élites internationalistes notamment. Et donc, l'America First, c'est vraiment de mettre l'Amérique en premier, d'y aller avec une volonté de rompre avec l'international libéral, donc avec l'idée que ce qui est l'ordre international après 1945, où les États-Unis sont quand même au centre d'un régime international basé sur des règles, des institutions internationales qu'ils ont contribué à forger, dans lequel ils avaient une position hégémonique. Il y en avait un peu contre ça. Puis en plus, je veux dire, il a pu s'appuyer sur quand même des appuis de personnes qui ont tenu des propos, qui ont souscrit à une vision un peu suprémaciste blanche. Donc déjà en partant, il y avait ça avec lui, mais un isolationnisme au départ qui va bien avec l'America First. Sauf que en voulant se défendre l'international libéral, en cherchant à rompre un peu avec les institutions qui, pour lui, allaient contre les intérêts nationaux américains, en même temps, dans sa façon même d'exercer la politique, je disais qu'il n'est pas idéologique, il est d'abord, je dirais, surtout transactionnel. C'est le deal maker, je veux dire, même si c'était un businessman qui était plutôt, qui n'a pas nécessairement si bien réussi, contrairement à ce qu'il aime le dire, mais je veux dire, il est quelqu'un qui voit tout en gain pour lui, et des défaites ou des pertes pour ses adversaires. Et donc, c'est en regardant, sachant que lui-même a une très haute vision de lui-même, très égocentrique, culte de la personnalité qui vient un peu encore plus avec la deuxième élection. Mais, puis c'est là je viens à la troisième élément de la question, donc, est-ce que c'est improvisé, c'est planifié? Je pense que personne ne serait surpris de penser qu'il est un grand planificateur, un grand stratège. Il est d'abord là
parce qu'il a été vedette de télé-réalité, il veut diriger, puis quand il a été élu la deuxième fois, je veux dire, il a dit « Je peux maintenant diriger le pays et le monde ». Il voulait jouer ce rôle-là. La force qu'il a, sa maîtrise médiatique, la maîtrise du code des téléréalités, le fait qu'il soit aussi présent sur les réseaux sociaux fait en sorte que, je veux dire, il peut dire des choses, des énormités sur les réseaux sociaux. Ça nous en dit beaucoup sur ses états d'âme, ça n'a pas de force politique, mais ça colore les choses, ça fait en sorte qu'aussi la prévisibilité avec Trump, c'est le fait qu'il est imprévisible, qu'il peut dire une chose et son contraire et que ça puisse quand même fonctionner parce que, ultimement, je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est les gains à court terme. C'est pour ça que je dis que transactionnel, même si on peut penser qu'il y aurait une visée très, très long terme avec la guerre tarifaire, on verra bien au fil du temps, mais c'est clair que sur le plan, puis on parlera davantage de ça, il y a des coûts et des pertes à ce niveau-là, mais je veux dire, pour lui, il y a vraiment cette idée-là qu'il n'a pas pu vraiment tout à fait prévoir tout, mais surtout, il voulait être la personne en poste, la personne qui dirige le pays et le monde. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rebondir, Alexandre, parce que j'ai une question pour David. Quand on entend America First, du moins pendant la campagne, ce qui semblait être l'interprétation la plus commune de ce slogan, c'est un recentrement sur l'Amérique, s'occuper de l'intérieur, régler la question de la corruption, des élites libérales, etc., redorer un peu le quotidien du peuple américain qui a été brimé par la mondialisation, par etc. Sauf que si on regarde ce que le président Trump a fait depuis qu'il est arrivé, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre interprétation, et j'aimerais peut-être avoir ton avis ou l'avis des autres également, à savoir ce qui est bon pour l'Amérique, quoi que ça coûte. Parce que ça, c'est l'autre interprétation de America First. On a besoin des métaux rares, eh bien, on veut prendre le Groenland et idéalement l'Arctique canadien. On a besoin de contrôler le pétrole, on va débarquer le président Maduro et on va mettre l'Iran à pas. Est-ce que cette deuxième interprétation, c'est quelque chose qui a juste émergé? Et je pense que ça revient à la question d'Alexandre, à savoir, derrière la vedette de télé-réalité, qu'est-ce qu'il y a comme environnement et dans quelle mesure la vedette de télé-réalité est autonome par rapport aux personnes qui sont tout autour? En fait, la première partie de réponse, je pense qu'il y a certainement des deux interprétations qui sont présentes, mais je veux dire, une des particularités, c'est que le président Trump, ce qui est bon pour l'Amérique, c'est d'abord ce qui est bon pour lui, pour sa famille, ses amis. C'est le premier président qui s'enrichit de façon aussi éhontée depuis qu'il est en poste. Je veux dire, puis en plus, on peut ajouter à ça toutes les autres démarches qu'il a orchestrées. Je veux dire, redorer la Maison-Blanche, puis je parle dans l'architecture, le faste, un peu presque tel un roi, mais c'est clair que pour lui, je veux dire, il est d'abord, puis c'est pour ça que ses liens diplomatiques, puis on pourra parler de comment il conduit sa diplomatie, sont vraiment centrés sur sa personne. Puis c'est pour ça que, puis même l'America First, je veux dire, pour lui, puis là, ça a l'air d'une boutade, mais je veux dire, il y a quand même des textes publiés scientifiques sur le style de leadership durant son premier mandat, même pas durant le deuxième, où on l'a comparé dans son style de leadership à un chef de la mafia. Je veux dire, un mob boss, president. C'est vraiment la meilleure façon qu'on pourrait parler, mais c'est quand on regarde comment il négocie, c'est un peu comme ça qu'il y va. Puis les tarifs, en fait, son approche qu'il avait développée, c'était vraiment ça. C'est d'essayer de forcer les gens à se lui donner des cadeaux, puis le fait qu'après ça, tantôt, Marie, tu parlais d'éléments privés, je veux dire, les cadeaux qu'il reçoit, qu'il considère qu'ils sont à lui et non à l'État, je veux dire, il y a plein de choses qui sont tellement un peu, je dirais, inédites. On ne s'attend pas à ça d'un président, encore une fois, mais lui, pour l'instant, il s'en sort. Encore une fois, il y a des risques avec ça. Et certains experts parlent maintenant d'une politique étrangère néo-royaliste, en fait, pour souligner tout ça. Et ce que vous disiez, David, m'a fait penser à une autre des déclarations de Trump au cours des derniers mois où on lui a demandé quelles sont les limites, des journalistes du New York Times, en fait, lui ont demandé quelles sont les limites à la politique étrangère, à ce que vont faire les États-Unis dans le monde. Et il a répondu, je vois des sourires ici parce qu'on s'en souvient, et il a répondu, ma propre morale.
Et ça met la table pour la deuxième partie où on va parler des conséquences pour les populations des régions affectées par cette nouvelle politique étrangère de Trump. Et on revient au Moyen-Orient en premier lieu, bien sûr, puisque c'est là où se déroule une guerre. Et est-ce qu'on peut, Marie-Joëlle, analyser l'impact de cette guerre jusqu'ici? Oui, on peut analyser l'impact de la guerre, mais je pense qu'il faut encore une fois revenir plus loin, parce que tout n'a pas commencé avec cette guerre. Et puis, je pense que cette question-là, elle est importante, parce que l'analyse de la guerre qu'on entend dans nos médias, elle porte essentiellement sur les stratégies militaires et politiques, sur les grands enjeux, et elle élude absolument le drame humain qui se joue sur le terrain. Mais ce drame humain-là, encore une fois, il n'a pas commencé le 28 février passé. Si on se rappelle de l'intervention américaine en Irak, dans les 3 premières années, selon, vous vous rappellerez peut-être l'étude du Lancet, l'un des plus grands journaux médicaux, et le Iraq Body Count Program, ça avait coûté 600 000 vies humaines, 1,5 million de personnes mortes suite à l'intervention américaine qui était censée régler le problème des armes chimiques, biologiques et nucléaires dont on n'a jamais trouvé trace. Si on pense au vécu de la population de Gaza soumise à un blocus depuis 2006, à l'impact que ça a eu sur les gens en termes d'espérance de vie, en termes d'accès aux soins de santé, etc., là aussi, le sort des populations, ça dépasse tellement plus largement ce qui s'est passé dans les quelques derniers mois. Malgré le drame des quelques derniers mois, et je parle, je pense, en connaissance particulière de cause, puisque ma famille est dans la région et au quotidien, comme toutes les personnes dans la région, est menacée d'une mort brutale non justifiée. Alors, je pense que l'une des choses que nous ne savons pas encore, c'est la réalité du coût de la guerre en Iran, étant donné à la fois le contrôle que le gouvernement iranien a sur les médias et le fait qu'il n'a pas nécessairement intérêt, puisque les pertes civiles, les pertes humaines font également partie des stratégies politiques, à déclarer celle-ci à la hauteur réelle de ce qui se passe. Ce qu'on sait par contre au Liban, c'est que la situation est dramatique. On parle déjà de près de 3000 morts pour une population de 5 millions de personnes. Faites les calculs. En termes de pourcentage, c'est énorme. On parle du déplacement de 20% de la population. Et pour l'instant, au Liban, on parle d'une 50aine de villages qui ont été rasés. Et quand je dis rasés, ça vaut la peine d'aller regarder sur les médias sociaux. J'essaye de ne pas y aller pour des raisons de santé mentale. Mais vous voyez le dynamitage et vous voyez essentiellement l'avant et l'après en moins de 2 minutes. Ce qui était des communautés, etc., a disparu. Et donc ça, bon, Gaza, ce n'est pas directement la faute des Américains, même si les Américains donnent quand même un appui et une couverture énorme à ce que l'État d'Israël fait depuis 2 ans. Mais je pense qu'au Liban, par contre, le Liban fait partie de la guerre et la décision américaine d'appuyer l'interprétation israélienne du fait que le cessez-le-feu ne s'étend pas au Liban veut donc dire qu'on peut en parler. Alors, je pense par contre que c'est une erreur de penser au sort des populations seulement en ces termes-là. Parce que ça, c'est la chose qu'on voit le plus. Moi, il y a 2 autres choses par rapport au sort des populations qui m'inquiètent énormément, particulièrement quand on regarde les expériences passées, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak. La première, c'est en fait l'alimentation des tensions intercommunautaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient sectaires. L'interventionnisme américain alimente ces tensions. Elles ont mené à une guerre fratricide en Irak qui a contribué à augmenter encore le coût de l'intervention américaine de 2003. Aujourd'hui, quand le président Trump annonce, encore une fois sur ses médias sociaux,
avoir envoyé des armes aux Kurdes iraniens pour les inciter à faire tomber le régime des mollahs, quand on voit la manière dont les Kurdes syriens, pendant la guerre en Syrie, ont été utilisés comme le fer de lance de l'opération antiterroriste, anti-Daesh, État islamique, etc., mais qu'en fait, ça a contribué à créer une situation extrêmement tendue entre les Kurdes et le reste de la population syrienne. Quand on voit ce dont on parle aujourd'hui, à savoir les risques de guerre civile à nouveau au Liban, pour moi, ça fait partie du sort des populations, parce que ce sont les conséquences indirectes de cet interventionnisme qui, par la suite, se lavent les bras de la responsabilité. Les Américains ont retiré leurs troupes d'Irak, mais les Irakiens ont dû payer très cher en termes de temps, d'efforts, etc., pour essayer de reconstruire leur cohésion interne, et ils n'y ont pas réussi. Et il y a fort à parier que la même chose va se passer dans les autres pays qui sont aujourd'hui la butte de l'interventionnisme. La troisième chose que je pense qu'il faut absolument souligner, c'est le sort des opposants à des régimes brutaux. Qu'il s'agisse du régime iranien, et on a beaucoup parlé des femmes, mais ce ne sont pas juste les femmes qui sont concernées, elles ont été les plus visibles et parmi les plus courageuses, qu'il s'agisse en fait des monarchies du Golfe dont les opposants luttent maintenant depuis au moins les printemps arabes, bien plus longtemps, mais pour essayer d'ouvrir des espaces de liberté, l'interventionnisme américain va renforcer le pouvoir des personnes qui sont en place. Le président Trump a été très clair, une solution à la vénézuélienne lui ferait bien plaisir, un mollah avec lequel il peut s'entendre, ce n'est pas un problème, il l'a dit. Les monarchies autoritaires du Golfe sont ses meilleurs amis. En d'autres termes, pour le sort des populations, c'est le sort des sociétés civiles, et j'utilise le terme au sens très large, qui luttent pour la dignité, les droits humains, la démocratie, l'équité de genre, qui est remise en cause, et tous les acquis qu'ils ont faits pendant les 10-15 dernières années, souvent à très fort prix, vont être complètement effacés du revers de la main dans la reconstruction de l'ordre régional du Moyen-Orient. Merci. Effectivement, il y a, comme vous le faisiez remarquer lors de votre première intervention, en termes d'interventionnisme, il y a du changement dans la continuité, on peut dire ça comme ça, mais aussi, continuité, on continue de jouer à l'apprenti sorcier dans cette région-là, et c'est dramatique. Il y a aussi un drame qui se déroule en ce moment à Cuba. Et à ce sujet-là, Marie-Michèle Grenon, 2 questions pour vous. On cherche véritablement à étouffer Cuba en ce moment, c'est la raison pour laquelle Trump a durci le blocus pétrolier dont vous parliez tout à l'heure. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi a l'air la situation sur le terrain aujourd'hui, et ensuite, comment l'attitude américaine est-elle perçue de la part des Cubains et des Cubaines en ce moment? Oui, en fait, j'étais à Cuba au début du mois de janvier 2026 pour une conférence, puis pour faire un peu de recherche sur le terrain. C'était à peine quelques jours après la capture de Nicolás Maduro. Puis, pour les Cubains, ce que ça représentait, c'était la perte de leur principal soutien politique et fontaine économique, j'ai envie de dire, avec un pays avec lequel ils entretenaient des liens économiques très, très, très étroits. Donc, ce que les Cubains et les Cubaines exprimaient à travers les conversations, c'était beaucoup d'anxiété, de l'incertitude, une forme de frustration aussi, puis aussi beaucoup, beaucoup d'impuissance vis-à-vis des processus qui les dépassent complètement. Les gens, puis même encore dans les derniers jours, j'ai parlé avec des personnes que je connais depuis longtemps pour alimenter la discussion d'aujourd'hui. Puis ce qu'ils me disent, c'est essentiellement, nous, on veut vivre dans la paix, on veut un avenir pour nos enfants, on veut des projets. Mais ces issues-là sont complètement bouchées actuellement. Il n'y a pas de possibilité de penser plus loin parce qu'on lutte pour sa survie quotidiennement. Puis aussi une forme, en janvier, il y avait aussi beaucoup une forme de résignation, à savoir que les gens se préparaient à vivre des moments très difficiles. On savait déjà qu'on s'en allait vers une situation qui allait se compliquer, puis c'est essentiellement ce qui s'est passé depuis les derniers mois. D'une part, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fait longtemps que ça ne va pas bien à Cuba, malheureusement.
On est vraiment dans une situation de crise complexe et multiforme. Je ne pourrais pas aborder tous les éléments, mais d'une part, il y a les sanctions économiques, commerciales et financières qui sont imposées par les États-Unis depuis 1962, ce qu'on appelle communément l'embargo ou le blocus selon notre posture idéologique. Mais il y a aussi des années de mauvaises décisions politiques et économiques, des occasions ratées, puis aussi des mauvaises planifications qui ont été faites par le gouvernement cubain au fil des années, puis qui se retrouvent aujourd'hui avec une crise qui est amplifiée. Il ne faut pas oublier la pandémie de COVID-19 qui a fait extrêmement mal à Cuba, notamment son secteur touristique qui est un fleuron de l'économie. Puis la guerre en Ukraine qui a aussi eu des impacts importants, notamment le fait que Cuba est assez proche de la Russie, même après la chute de l'Union soviétique. Ça a créé aussi beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Puis déjà en janvier, quand je posais la question aux gens autour de moi, ce qu'ils me disaient, c'était on est déjà dans une situation qui est pire que la période spéciale en temps de paix. Ça, c'est la période qui a suivi la chute de l'Union soviétique. Donc, les Cubains disaient déjà, on est vraiment dans une situation qui est pire. Puis, depuis, ça fait juste s'empirer. Donc, c'est vraiment inimaginable comme situation. Un portrait un peu global de ce qui se passe actuellement. Il faut savoir que depuis environ 10 ans, Cuba a perdu environ 2 millions d'habitants sur une population qui avait à peu près 11 millions de personnes. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup de jeunes qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas de voie d'avenir à Cuba. Il y a aussi le désir, moi, par exemple, j'avais des amis qui n'étaient pas nécessairement des opposants aux politiques gouvernementales, mais qui se disent, bien, il faut que j'aide mes parents parce qu'ils vont vieillir à Cuba. Donc, il y a différentes solutions ou situations qui amènent des personnes à quitter le pays. La crise énergétique, bien, ça a amplifié une situation qui était déjà difficile au point de vue, par exemple, de l'accès à l'électricité. Les gens vivent des coupures de courant qui durent des heures et des heures, même des jours parfois. Puis ça a des impacts sur plein de gestes de la vie quotidienne. Par exemple, juste la conservation de nourriture dans un pays tropical. Le peu qui arrive à aller chercher, ça pourrit super vite. Donc, c'est complètement un mal de tête de gérer toutes ces questions-là. L'accès à l'eau potable aussi, les pompes à eau ne fonctionnent pas. Les gens doivent aller à des puits pour aller chercher de l'eau. La pénurie de médicaments, à peu près plus rien entre dans le pays où ça entre au compte-gouttes. Donc, dès qu'on a besoin d'une intervention de santé ou si on a une problématique de santé chronique, bien, c'est catastrophique. Donc, ça a des conséquences très graves sur les gens. Puis, les Cubains, ils sont toujours dans un mode de survie. Il n'y a pas de transport non plus, donc tout est compliqué. Donc, les personnes sont fatiguées, sont découragées. Juste répondre à leurs besoins quotidiens, leurs besoins de base, en fait, c'est vraiment une quête ou une lutte quotidienne. Puis, en terminant, je veux préciser que tout le monde souffre de ces situations, mais il y a des groupes de la population qui en souffrent particulièrement. Puis, on n'en entend pas souvent parler au Québec, donc je trouve que c'est important de le mentionner. Il y a par exemple toutes les personnes qui n'ont pas de membres de leur famille qui vivent à l'étranger. Puis ça touche particulièrement les Afro-Cubains qui ont eu moins d'opportunités historiquement pour quitter le pays. Donc, ils souffrent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas d'envoi d'argent de l'étranger. Puis aussi, des fois, ils reçoivent des colis, donc c'est beaucoup plus limité pour cette population-là. Puis il y a également les personnes retraitées qui reçoivent une pension de l'État. Actuellement, à cause de l'inflation, leur pouvoir d'achat s'est effondré complètement. Puis, c'est tragique d'une certaine manière parce que ces personnes-là, c'est celles qui ont fait le plus de sacrifices historiquement pour construire la révolution cubaine. Il y a beaucoup de ces professionnels-là qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre sur place un système d'éducation puis un système de santé qui faisait la fierté des Cubains jusqu'à tout récemment puis qui était aussi admiré partout dans beaucoup de pays, en fait, qui envoyaient de la coopération un peu partout. Puis, en ce moment, ces systèmes-là s'effondrent totalement. Donc, il y a quelque chose de tragique, c'est ça, de voir l'indigence de ces personnes-là qui, au soir de leur vie, sont dans une précarité extrême, puis qui se retrouvent aussi dans une situation où ils sont complètement bloqués, puis il y a peu d'espoir que les choses s'améliorent à court terme. C'est le portrait d'une tragédie que vous nous offrez, vous aussi, visiblement. Et puis, j'ai vraiment envie de vous demander... On s'en va où après, mais ça va être pour le prochain bloc de questions. Avant, on va poser la question à David. On revient à la personne responsable, en fait, de ce qui est en train de se passer à la fois au Moyen-Orient et à Cuba.
Et je reviens à America First, parce que, un peu comme Marie-Joëlle le soulignait, il y a quelque chose de paradoxal là, d'aller intervenir en Iran alors qu'on s'est fait élire en disant « moi, c'est l'Amérique d'abord ». Comment on réconcilie tout ça et surtout, que pensent les Américains des choix de leur président en ce moment? Parce que je vois que ça commence à grogner. Qu'en est-il du soutien autrefois indéfectible des républicains à l'égard de Trump et en particulier de la frange MAGA, Make America Great Again, qui le défendait bec et ongle, même peu importe ce qu'il faisait. Alors on en est où? En fait, la première chose, c'est dès qu'il restait dans le travail, la continuité de saper un peu l'ordre international libéral, la répudiation est presque complétée, mais ça là-dessus, la base des républicains, en grande partie, elle est là, sa base MAGA aussi le suivait là-dedans, mais c'est sûr que dès qu'on tombe dans les espèces d'aventures ou les visées impériales qu'on a pu voir, toutes les références au Groenland, je veux dire, les actions, les interventions militaires, puis les interventions militaires, c'est jamais là-dessus que les présidents se font élire, ou très, très rarement. Mais c'est quand même une chose, surtout après la guerre froide, que les présidents vont faire. Des fois, puis de façon même cynique, on l'a dit, pour un peu détourner l'attention, mais pour gagner certains appuis. Dans le cas de Trump, comme je dis encore une fois, c'est aussi pour se servir. La chose quand même à souligner, en fait, il y a deux choses, je dirais. La première, Trump, comme personne, je dis un peu plus idéologique, la tradition un peu illibérale qu'il représente, il n'est pas une anomalie historique dans la mesure où il a quand même pris on pourrait dire qu'il est un peu le relais plusieurs années plus tard d'un George Wallace qui avait été influent dans le Sud, qui avait été un candidat présidentiel en 64, même en 68, il avait créé l'American Independent Party, il avait gagné des votes au collège électoral, donc, puis il y avait surtout un discours anti-establishment très fort, un mépris des institutions internationales. Trump est allé là-dedans, a suivi, et en même temps, souvent quand on pense, quand je dis les présidents vont intervenir militairement, très souvent on va blâmer un peu l'establishment de la diplomatie, de la politique étrangère, qui serait peut-être plus impliqué. Mais dans le cas de Trump, non seulement durant sa première administration, il a trouvé qu'il était mal servi. Il y a un mépris envers ces spécialistes-là, ces experts-là. Donc, c'est pas du tout de ça. Les interventions qui sont en ce moment, qui sont menées, elles sont pas planifiées, encore une fois. En fait, certainement pas par des experts. Il a ses propres spécialistes, si on veut, et sa garde. Donc, puis en même temps, c'est là où il a été élu, avec un mandat quand même fort en 2024. Mais il a, je veux dire, évidemment, durant la campagne, tous ceux qui lui parlaient du Project 2025, ils disaient que c'était pas lui, c'était pas sa base et tout. Évidemment, la réalité, c'est que ce qu'il a mis en place dès le retour, c'était vraiment le projet 2025, donc la version qui allait couper dans les programmes gouvernementaux, qui allait évidemment redéfinir le gouvernement américain, mais surtout, c'est l'élément, je pense, le plus important, c'est que si sa base le suivait sur aller contre l'intention libérale, contester le système fédéral américain, ou le fédéralisme américain, le mépris des autres institutions, en gros, ce qui est connu comme étant un peu la théorie du pouvoir exécutif unitaire, qui est un peu un rêve des conservateurs depuis Nixon, que lui a vraiment cherché à réaliser, il cherche à réaliser. Puis un président tout-puissant. Oui, tout à fait, oui. Puis en fait, puis Marjorie a parlé beaucoup de 2003. Je veux dire, George W. Bush, en 2001, il était un président assez impopulaire, qui faisait pas grand-chose. Il a été, en guillemets, sauvé par les événements du 11 septembre 2001. Il s'est défini comme étant un président de guerre par la suite. Puis là, on a vu qu'est-ce que ça a pu donner, mais ce qui est clair, c'est qu'avec Trump, dans ce contexte-ci, les interventions militaires deviennent, encore une fois, quelque chose pour le servir lui, mais surtout, c'est que là, sa base MAGA, elle n'est pas du tout intéressée à ça, et pour lui, que critiquer tantôt, je parlais d'establishment, ce qu'il appelait le deep state. Je veux dire, là, il se retrouve à aller contre sa base. Il devient très impopulaire, le président le plus impopulaire en service. Mais en même temps, il est aussi en train de penser à sa place dans l'histoire, à comment on va se rappeler de lui. Et ça, c'est peut-être ce qui est de mauvais augure pour les républicains. On pourra en reparler peut-être dans le troisième volet, mais je veux dire, c'est clair que comment il va se comporter d'ici les élections du mandat et la suite va quand même être déterminant.
Alors, se comporter en prédateur pourrait peut-être lui jouer des mauvais tours au cours des prochains mois, prochaines années. On va en reparler, effectivement, parce qu'on est à l'étape du bloc 3, donc on va terminer avec ça. Ensuite, on passera aux questions du public, qui, j'en suis sûr, brûle d'impatience de vous interroger. Mais d'abord, on se projette dans l'avenir. Marie-Michel, on commence par Cuba, puisque j'ai presque posé la question tout à l'heure. Est-ce que les Américains, est-ce qu'ils pourraient aller plus loin encore que ce qu'ils font aujourd'hui à Cuba pour mettre le régime cubain à genoux, puisqu'ils ont ouvertement parlé, que ce soit Trump ou Marco Rubio, son secrétaire d'État, de changement de régime? Bien, ça, c'est la question à $1 million à savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on risque est-ce que Cuba est la prochaine cible? C'est difficile de saisir vraiment les intentions de Donald Trump, les intentions réelles de Donald Trump vis-à-vis Cuba, dans la mesure où il y a eu beaucoup de contradictions aussi dans ses prises de parole sur le sujet. David a parlé amplement aussi de la difficulté de lire ce qu'il vraiment avait dans la tête de Trump. Puis aussi, moi, personnellement, quand je n'y comprends peu de choses, je consulte d'autres experts sur la question justement des intentions de Trump vis-à-vis Cuba, puis je me rends compte qu'à peu près aucun chercheur ou expert ne comprend c'est quoi sa visée vis-à-vis Cuba. Par contre, il y a un acteur d'importance, selon moi, qu'il faut considérer puis qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio, qui fait partie aussi de l'entourage proche de Donald Trump. Marco Rubio, pour vous situer un peu, ses parents sont cubains. Ils sont arrivés aux États-Unis quelques années avant la Révolution de 1959. Et Marco Rubio a fait sa carrière politique à Miami, au sein d'une classe politique très anticastriste. Puis, il a totalement adhéré aussi à ce discours puis aux revendications de la communauté cubaine exilée. Puis il porte ces revendications-là, puis ce discours-là, si on veut, au sein de l'administration Trump. Puis, il semble également que Marco Rubio veuille passer à l'histoire comme celui qui va défaire le gouvernement cubain, qui va le mener en déroute, le gouvernement socialiste, révolutionnaire, qui va mettre fin à 67 ans d'antagonisme entre Cuba et les États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'acteur à surveiller, surtout à travers cette opposition-là. Puis, parce que, par exemple, depuis le début du blocus pétrolier, depuis le début de l'année 2026, il y a des pourparlers qui sont en cours entre des représentants des États-Unis et des représentants du gouvernement cubain depuis quelques mois. Mais ce qu'on sait, c'est que ça n'avance pas vraiment très vite. Il y a peu de détails qui filtrent, mais ce qu'on sait, c'est qu'essentiellement, les deux partis sont figés, sont campés dans les mêmes positions traditionnelles qu'ils ont depuis le début. C'est-à-dire, du côté cubain, on veut la fin des sanctions américaines, on veut aussi la rétrocession de la base de Guantanamo Bay. Puis du côté des États-Unis, ce qu'on veut, c'est vraiment des réformes drastiques du point de vue économique et politique à Cuba. On veut aussi des compensations pour les expropriations qui ont eu lieu après la Révolution cubaine. Donc, c'est toujours les mêmes postures qui antagonisent les États-Unis et Cuba depuis des décennies maintenant. On sait aussi qu'il y a peu de progrès, puis surtout, le 1er mai dernier, il y a eu un durcissement des sanctions du côté américain, où, par exemple, on a mis on a ajouté un caractère extraterritorial à plusieurs de ces sanctions-là. Donc, ça durcit encore plus les opportunités de se sortir de la crise du côté cubain. Et puis, ça fait aussi que les possibilités pour trouver une sortie de crise s'amincissent de plus en plus. Est-ce qu'un scénario à la Venezuela serait possible à Cuba? Je pense qu'on ne peut pas totalement l'inclure, mais on est quand même dans un scénario qui est complètement différent. Là. Cuba, ce n'est pas le Venezuela. Il y a beaucoup de facteurs qui sont différents puis qui sont complexes aussi. Mais par exemple, au sein de la population cubaine, il y a encore une frange importante de la population qui soutient le gouvernement cubain.
Puis de l'autre côté du spectre, si on veut, il y a des gens qui prônent un scénario à la Venezuela et puis qui voudraient l'annexion de Cuba aux États-Unis. Puis entre ces deux extrêmes-là, il y a toute une pléthore de postures sur l'avenir de Cuba puis qu'est-ce qu'on veut envisager pour Cuba. Par contre, ce que je dirais, puis ce qui ressort vraiment du discours de tous les Cubains, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Que le scénario puis le statu quo actuel ne peut pas être maintenu indéfiniment. Donc, les gens veulent vraiment des changements, mais vers quelle direction, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on veut vraiment? En fait, ça reste à voir puis à construire. Puis, ça reste aussi un très vaste chantier, j'ai envie de dire, qui peut aller dans différentes directions selon ce qui va se passer, puis selon les acteurs impliqués également. Je retiens la phrase « Est-ce qu'une sortie de crise est possible ?» et c'est exactement la question que je vais poser à Marie-Joëlle, en vous prévenant, Marie-Joëlle et David, qu'on va se faire taper sur les doigts, on était un peu trop enthousiastes par rapport à notre sujet. Donc, est-ce que, Marie-Joëlle, Washington reste un acteur incontournable pour la paix au Moyen-Orient en ce moment? Je pose la question, j'ai du mal à y croire, mais... Alors, je pense que les États-Unis ont historiquement, malgré ce que je viens d'esquisser par rapport à leur politique étrangère dans la région, était un acteur incontournable pour plusieurs raisons. D'abord, à cause du fait qu'ils ont des leviers d'influence. Deuxièmement, parce que, considérant les questions de stabilité et de conflit dans la région qui impliquent nécessairement une gestion des tensions entre non seulement les Palestiniens, mais les pays arabes et Israël, seuls les États-Unis peuvent vraiment livrer, si vous voulez, entre guillemets, la carte maîtresse israélienne. Et je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, cette analyse-là commence à être remise en question par beaucoup de gouvernements arabes, y compris des gouvernements alliés des États-Unis, qui s'inquiètent de l'impétuosité, de l'imprévisibilité, et qui cherchent maintenant de plus en plus, et là on parle de gouvernements comme l'Arabie saoudite, le Koweït, dans une moindre mesure les Émirats arabes unis, à diversifier leurs alliances. Et donc, alors même qu'ils continuent à négocier, à discuter, à planifier, à comploter, voire même avec les États-Unis, ont ouvert des lignes de discussion très sérieuses, tant avec la Chine qu'avec la Russie. Donc, une première chose à dire, c'est qu'en fait, le comportement américain, le fait, par exemple, que les Américains n'aient pas consulté avant d'engager le conflit avec l'Iran, dont les conséquences premières se font ressentir dans les pays du Golfe à cause de la stratégie iranienne, qui d'ailleurs, à certains égards, est brillante pour un État qui sait qu'il est en situation militaire essentiellement d'infériorité. Je pense que là, il y a beaucoup de réflexion. Mais plus largement, et tant et aussi longtemps que le fameux monde de demain n'a pas encore ressurgi, qu'on ne connaît pas les contours de l'ordre international, il demeure que les États-Unis sont incontournables pour deux raisons. À cause du pouvoir de blocage qu'ils ont au Conseil de sécurité des Nations unies et à cause du pouvoir économique qu'ils ont, particulièrement lié à la reconstruction des pays qui auront souffert de l'interventionnisme, tant en termes de leur rôle plus général, mais encore plus à cause de leur rôle prépondérant dans les institutions financières internationales qui sont les organes qui vont devoir gérer économiquement et financièrement toute éventuelle reconstruction. Donc j'ai essayé de faire bref, mais ce n'est pas glorieux pour l'instant. Alors, est-ce que ça va être glorieux pour Trump cette année aux élections de mi-mandat? Je pose la question, c'est le 3 novembre prochain. Est-ce que l'approche du président en matière de politique étrangère pourrait même peut-être changer? En fait, la réponse, c'est d'abord, je reviens avec les America First.
Il était élu comme le candidat de l'économie qui allait redonner un pouvoir d'achat aux Américains. Évidemment, il n'a pas du tout livré là-dessus, donc il était un échec en ce sens. J'ai dit que Trump et Paul, là, il a la main mise au Parti républicain, mais il n'y a pas vraiment nécessairement un intérêt grand à aider le parti. Il y a quand même des gens qui vont essayer d'aider au sein des républicains à les faire réélire, mais lui, pour l'instant, il va pas bien pour son parti, pour les élections de mi-mandat. Donc, il y a quand même une possibilité forte qu'il perde non seulement la Chambre des représentants, le Sénat, donc il va être affilié par la suite. Et donc, ce qui va dicter un peu comment il va changer sa politique étrangère, encore une fois, c'est davantage tout ce qui va être capable de pouvoir maquiller, masquer comme étant, ou dire que ce sont des victoires, des succès, même si, encore une fois, on va pouvoir très fortement en douter par rapport à ses promesses. Donc, déjà là, il y a, puis c'est pour ça qu'il est un peu sur la lignée de ce que Marie-Joëlle a dit en lien avec comment l'Iran se comporte, je veux dire, et l'ouverture de certains pays du Moyen-Orient vers d'autres alliances, mais je veux dire, si on regarde comment le Canada s'est comporté depuis, je veux dire, le fameux discours de Davos de Mark Carney, je veux dire, saisir l'opportunité pour les puissances moyennes comme le Canada dans ce contexte-ci, en sachant qu'on doit continuer de préserver des liens avec le président, en sachant comment il est imprévisible, tout en cherchant à diversifier et chercher d'autres relations, ouvrir et à être moins dépendant des États-Unis va demeurer quand même la clé. C'est pour ça que, je veux dire, le président, encore une fois, qui ne croit pas à la diplomatie, qui lui-même fait sa propre diplomatie, pour l'instant, il est décevant et je ne pense pas qu'il va vraiment nous ravir d'ici la fin de l'année. Ben merci. Et c'est vrai qu'on croit un peu moins Trump. Je pense que les Américains croient un peu moins Trump lorsqu'il leur dit qu'il a gagné la guerre en Iran, par exemple. Je me tourne et je regarde, est-ce qu'il nous reste du temps pour quelques questions? Alors, je remets la parole à vous tous et toutes. Et avec quelques règles du jeu, présentez-vous, s'il vous plaît, en premier. Ensuite, évitez de faire comme nous, poser des questions courtes. Et on vous demande, s'il vous plaît, d'éviter les commentaires. Donc. Une première question. Bonjour, je m'appelle Lida. Puis ma question serait, la majorité des présidents ont perdu les élections de mi-mandat à travers leur mandat. Puis moi, je me demandais, est-ce qu'on peut se demander si Trump a à cœur de gagner ces élections de mi-mandat-là, ou si, étant donné qu'il peut s'attendre à perdre, il pourrait justement faire fi du résultat puis continuer sur sa lancée un peu autodestructrice. En fait, je pense que pour l'instant, vous avez tout à fait raison. Les élections de mi-mandat, c'est une façon de juger un peu comment se comporte le président. Et souvent, il y a quand même, donc, au Congrès, des pertes qui sont subies par le parti au pouvoir. C'est ce qui se dessine de toute façon, mais encore une fois, là, il y a aussi une impopularité quand même inégalée pour le président en poste. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le président Trump est vraiment en train d'essayer d'abord de pouvoir essayer de mieux définir sa place dans l'histoire. L'ironie, c'est que, je veux dire, il est en poste alors qu'on va célébrer le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, alors qu'il y a un mouvement No Kings qui est quand même très, très vocal et qui, lui, déploie à peu près tout pour se comporter comme un roi. Je veux dire, la visite du roi Charles III, où ce qu'il lui-même dit sur ses réseaux sociaux qu'il parlait de deux rois en présence. Donc, est-ce qu'il va aider? Clairement, non. Il n'est pas là pour ça, mais il n'a jamais été quelqu'un d'équipe. Je dis, il est arrivé en politique contre l'establishment et ce serait vraiment très, très surprenant qu'il fasse amende honorable. Donc. Par contre, je me demande en fait quel est l'impact de tout ce qui est en train de se passer en termes de redécoupage électoral qui se passe dans l'arrière-scène et dont je pense que le but avoué est d'essayer justement de s'assurer que même si ce n'est pas une victoire éclatante, qu'il y ait quand même une victoire aux élections de mi-mandat. J'écoutais hier une émission à la CBC et puis la manière dont on est en train d'essayer essentiellement de faire fondre les espaces démocratiques au sein de nouvelles circonscriptions plus républicaines est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Parce que je pense que malheureusement, ni Trump ni les MAGA ne semblent avoir dit leur dernier mot.
Oui, effectivement, si vous voulez, si vous ne pouvez pas gagner selon les règles, vous pouvez changer les règles du jeu si vous êtes Trump. Est-ce qu'on avait une deuxième... Juste là-dessus, je rajouterais quelque chose quand même. Tout à fait, très juste. Mais encore une fois, ça, c'est pas tant Trump que des gens de son administration, mais qui ont déjà quand même au sein des cours commencé à faire ce travail-là de contestation. Mais je veux dire, ce qu'on a vu s'exprimer, c'est quand même dans des comtés très, très fortement républicains où qui avaient voté Trump majoritairement, un renversement complet. Et ça, comme la semaine dernière, donc cette semaine, là, pas la semaine dernière, cette semaine, là, je veux dire, que la Cour de Virginie renverse le résultat d'un référendum pour bloquer un peu une nouvelle carte électorale, il va y avoir un effet quand même chez les électeurs, même sur des gens qui sont des républicains, parce qu'il y a quand même une volonté de ne pas respecter le processus. Donc, qui est quand même là. C'est pour ça que je dis, le test ultime avec l'administration Trump 2025, c'est vraiment de tester le système fédéral. Et là, c'est là où l'appui il est fortement contre l'administration. Donc, on verra. Merci. Une deuxième question, juste. Bonjour, je m'appelle Omar. Ma question elle est sur les causes de la guerre en Iran. Parce que je me souviens quand Israël et les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran, les Alliés étaient surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et donc, justement, il y avait toute cette discussion à savoir est-ce que c'était Israël qui avait tordu la main aux États-Unis, au président Donald Trump spécifiquement pour attaquer l'Iran. Et moi, je voulais juste remettre un peu le contexte pour savoir à quel point est-ce que cette guerre a moins des raisons, on va dire, économiques ou politiques, plus que des intérêts personnels de Donald Trump à vouloir changer, on va dire, ou dévier l'attention des dossiers Epstein qui étaient sortis juste avant et tout le scandale que ça avait mis sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Sachant qu'il représentait une droite qui était un peu plus traditionnelle et conservatrice, sur des valeurs plus traditionnelles aussi, la famille, la religion, etc. Et donc ça venait complètement détruire ça. Dans quelle mesure est-ce que les analyses que j'ai vues sur le pays, par exemple, est-ce qu'ils suranalysent alors que peut-être que finalement les causes principales sont très très personnelles, sachant que la guerre ne va nulle part, que personne n'arrive à l'expliquer, que personne n'arrive à comprendre le pourquoi du comment, elle va contre les intérêts même du America First, de l'économie, du pouvoir d'achat, comme tout ce que vous avez expliqué. Dans quelle mesure est-ce que Israël, les dossiers Epstein, bon, est-ce que c'est ça la cause ou La clé. La clé. Je vous laisse. Écoutez, d'abord, je pense que personne ne peut donner aujourd'hui une réponse scientifique à cette question-là, tout simplement parce qu'on n'a pas les éléments d'information. En tant que chercheur, répondre à cette question, c'est de regarder dans une boule de cristal, chose qu'on n'aime pas faire. Je pense que toutes les explications sont plausibles. Elles sont toutes plausibles, et le fait que plusieurs choses arrivent simultanément brouille les cartes. Par contre, il faut reconnaître que déjà en 2016, Donald Trump avait fait son affaire de complètement défaire l'accord sur le nucléaire. En ce sens-là, déjà en 2016, c'était quelque chose qu'il avait en commun avec le gouvernement israélien qui n'avait jamais voulu de cet accord et qui avait très fortement milité contre la signature de l'accord. Et c'est la première chose que le président Trump a fait lorsqu'il est rentré à la Maison-Blanche en 2016. Le premier acte qu'il a fait, ça a été de se retirer de cet accord-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas complètement exclure le fait qu'il y a des raisons à la fois stratégiques, politiques, tout comme il peut y avoir également des raisons personnelles. Donc, je pense que la réponse ne sera peut-être pas satisfaisante si vous cherchez une réponse, mais c'est là que vous verrez la différence entre chercheurs et analystes d'opinion qui vont parfois vous dire des choses très fermes sur une base très très mince d'informations. On n'a pas l'information. Est-ce qu'il y a une autre question au fond de la salle? Bonjour, moi je m'appelle Valéria. J'ai une question peut-être plus pour Marie-Michel. Je
voulais savoir pourquoi, quand on parle de Cuba et Venezuela, on ne dit jamais le mot dictature. Pourquoi il y a une réalité qui se vit sur le terrain qui ne se raconte pas. C'est ça la question en fait. Pourquoi on n'a pas dit le mot dictature puis on a dit extrême droite, ça. C'est une bonne question. Oui, tout à fait, à Cuba, on a clairement un régime dictatorial. De manière générale, quand je parle de Cuba, en général, quand on parle de Cuba, les opinions sont très, très, très polarisées. Dans la mesure où, par exemple, si on adopte, je parlais tout à l'heure du discours de Miami, par exemple, que dans le fond, c'est très, très, très polarisé. Moi, personnellement, j'essaie d'aller voir entre les deux pour pouvoir faire une analyse qui est nuancée. Là, mais oui, tout à fait, si on prend les critères, on parle quand même d'une dictature à Cuba. Au Venezuela, même chose aussi. Là, donc, moi, c'est vraiment une posture que j'essaie d'adopter parce que, de manière générale, soit on est très pro-Cuba ou très contre Cuba. Donc, c'est pour pouvoir analyser les faits d'une manière un peu plus pondérée que de tomber dans une analyse qui est plus polarisante ou polarisée. Alors, deux dernières. On va commencer en retard, donc Parfait, merci. S'il vous plaît. Oui, alors bonjour, je m'appelle Antoine. En fait, je voulais simplement avoir votre avis parce qu'on sait que depuis le début des mandats de Trump, on sait que, on va dire, le soft power américain a pris un grand coup. Et notamment aussi les alliances américaines, que ce soit au niveau de l'OTAN ou même ses alliances avec le Canada. Et on sait que Trump n'est pas là indéfiniment. Donc je voulais avoir simplement votre avis vis-à-vis le fait que lorsque Trump sera plus là, est-ce que les États-Unis vont réussir à parvenir à rattraper, si je peux dire, les pots cassés facilement, ou si ça va vraiment être compliqué de rattraper, on va dire, les, entre guillemets, erreurs, ça dépend des idéologies, mais entre guillemets, les erreurs de Trump. Merci. Je réponds tout de suite, oui. En fait, la première chose à dire, c'est que c'est déjà compliqué en ce moment d'évaluer tout ce qui est lié à ce que Trump a fait depuis qu'il est de retour. Donc déjà, en partant, il y a des choses qui vont prendre du temps, peu importe qui prend la place après lui. Je veux dire, il y a des choses qui sont plus simples à réinjecter des fonds dans une agence, c'est une chose, mais les agences qui ont été abolies, surtout qu'il a fait ça alors que c'est le Congrès des États-Unis qui est supposé créer et abolir des institutions. Donc, il y a déjà des... Fait que ça, déjà, il faut avoir à la fois le parti au pouvoir au sein du Congrès qui puisse aller de l'avant et nous appuyer. Donc, si le Congrès avait fait son travail, ce qu'il n'a pas fait, pour tenir en échec le président. Donc, il y a des choses qui vont prendre du temps. Puis encore une fois, qu'il y a une volonté politique, que ce soit le temps de le faire aussi. Il y a des choses qui vont être jugées plus prioritaires par le président le prochain, qu'il soit. Donc, il y a vraiment, ça va être au cas par cas, mais il ne faut pas se compter d'histoire, là. Je veux dire, ce que Trump va avoir fait déjà en 1 an et demi va avoir des impacts pour plusieurs années, peut-être des décennies. Donc, est-ce que je peux ajouter un petit truc? Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'unilatéralisme américain n'a pas commencé avec Trump. La version Trump est particulièrement problématique, mais les États-Unis ont eu une politique beaucoup plus unilatérale avant même Trump. Si on regarde le président Biden et certains choix économiques, etc., les choses n'ont pas commencé avec Trump. Je pense que l'autre élément de réflexion également, c'est de dire que ça serait peut-être une erreur, à discuter. Je ne suis pas spécialiste de politique américaine, mais de tout expliquer par référence au président Trump. David a parlé de populisme. Le populisme d'un président ne fonctionne que s'il y a une base qui est réceptive à ça. Et cette base aux États-Unis, ces Américains qui considèrent que leur pays est un pays dont on profite, on profite de ses largesses, de son parapluie sécuritaire, etc. Ils existent, ils sont là, et aujourd'hui ils ont voté pour Trump. Demain, ils ne vont pas nécessairement changer d'avis. Peut-être qu'ils voteront pour quelqu'un qui sera moins brutal dans son approche, mais je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sous-jacent et permanent
qui exigera, je pense, de longues discussions, non seulement entre les Américains et leurs alliés, mais également entre les Américains et leurs compétiteurs à l'échelle internationale pour essayer d'arriver à un nouvel équilibre. À mon sens, on ne reviendra jamais à avant Trump, on va avancer et le progrès ira dans différents sens en fonction de ces dialogues-là et de ces discussions. Merci. Et il y avait une toute dernière question, donc juste ici. Oui, moi je m'interroge sur l'Ukraine. Finalement, l'Ukraine, le parent pauvre de notre conversation. Et qu'en est-il de l'Ukraine? Finalement, on n'en parle plus. On les laisse se débrouiller. Qu'en est-il de l'OTAN? C'est vrai qu'on en a... Comment se fait-il que, après plusieurs efforts, avec les émissaires de Trump, son Wyckoff, un autre agent immobilier, et son neveu, son gendre, Jared Kushner, n'ont absolument rien fait. En fait, c'est une vraie rigolade. Alors, l'Ukraine est oubliée dans tout ça, et le rapport de Trump avec Poutine, quel est-il? C'est un grand mystère. Merci pour la question. Il ne faut absolument pas oublier l'Ukraine, mais bon, comme c'est le résultat de la politique prédatrice de Poutine, non celle de Trump, on n'en a pas parlé, mais si quelqu'un veut effectivement nous en parler, s'il vous plaît. En fait, évidemment, il n'y a pas d'experts ici d'Ukraine. En fait, en avant ici, il y en a d'autres dans la salle. Donc, je ne vais pas me prononcer sur l'Ukraine en tant que ça, mais juste dire, Trump lui-même a cherché à ce qu'on n'en parle pas de l'Ukraine, a critiqué beaucoup la politique de Biden sur l'Ukraine, et lui-même entretient, souvent je dirais, il y a des illusions aussi de sa relation avec Poutine, là. Je veux dire, mais clairement, il ne voulait pas froisser la Russie. Outre mesure, donc dans ce sens-là, c'est pas surprenant, même s'il disait qu'elle allait régler la guerre en Ukraine dès qu'il serait élu. Évidemment, c'est pas arrivé. Personne en 24 heures. Exactement. Alors, je pense qu'il y a effectivement eu un interventionnisme, mais d'ordre différent, non pas militaire, dans la manière dont Trump a essayé d'imposer une sortie de crise en Ukraine. Mais on a vu les limites de cet interventionnisme-là, parce que ni les Ukrainiens n'ont voulu céder, et ils ont bien fait, ni les Russes n'ont joué le jeu. Je pense que ça souligne déjà que malgré la toute-puissance des États-Unis et le fait qu'ils soient préparés à faire des choses qui sont impensables, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement avoir gain de cause sur tous les sujets. Je pense que l'autre chose également par rapport à la question de l'interventionnisme, là où notre discussion a un impact sur l'Ukraine, c'est qu'il est certain que la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a contribué à renforcer la position de la Russie. À deux égards, d'une part en détournant l'attention de l'Ukraine, et vous avez raison, mais d'autre part également parce que la crise énergétique liée au contrôle du détroit d'Ormuz a amené le président Trump à lever des sanctions qui étaient imposées sur la Russie pour permettre à la Russie d'alimenter en gaz et en pétrole certains pays, notamment d'Asie. Donc oui, effectivement, il y a un impact, il est indirect, mais je pense que ça souligne à quel point, lorsqu'on étudie ces choses-là, il faut parfois prendre un pas en arrière et regarder ces interactions, parce que sinon, en regardant juste une région, etc., et je suis bien contente qu'on n'ait pas fait ça ici, qu'on ait vraiment regardé le tout, on risque d'oublier des choses qui sont importantes, qui arrivent peut-être dans l'arrière-plan, mais qui sont quand même très conséquentes, particulièrement pour des populations qui ont beaucoup souffert, et la population ukrainienne en fait partie. Merci beaucoup. Et on n'a pas parlé de Taïwan non plus, et Dieu sait que la politique étrangère américaine a un impact majeur sur Taïwan. On le verra cette semaine. Merci à nos panélistes, merci à tout le monde. C'était une excellente rencontre.